Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Hachi Asimark. Un toit pour des milliers d'Ivoiriens. Le Premier ministre Robert Mambébe-Gré a présidé hier la remise des clés à 1405 souscripteurs du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. Un pas de plus vers l'accès au logement pour les ménages à faible revenu. Il faut préserver nos langues pour préserver notre identité. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la 25e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation, dresse le bilan des avancées du projet Élan qui encourage l'enseignement des langues locales dans nos établissements scolaires. L'Est de la République démocratique du Congo sous tension. Le groupe armé M23 poursuit son avancée, provoquant des scènes de panique, des pillages et des affrontements. Des milliers d'habitants fuient vers le Burundi voisin. On en parlera dans le détail dans une vingtaine de minutes. Voilà donc pour les titres, le développement de ces sujets tout de suite. Se loger décemment, un rêve devenu réalité pour plus de 1400 familles. Ce jeudi à Grand-Bassam, le Premier ministre Robert Mambébe-Gré a présidé la remise des clés aux souscripteurs du programme présidentiel de construction, de logements sociaux et économiques, une avancée majeure pour l'accès au logement des ménages à faible revenu. C'est un reportage qui est signé Marie-Chantal Akandan et qu'elle nous proposera dans nos prochains journaux. Un tournant dans la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. La base militaire française de Port-Bouët est officiellement rétrocédée à l'État ivoirien. Le 43e BIMA change de nom et devient le camp Ouattara Thomas Dakin. Une signature historique entre les ministres de la Défense des deux pays en présence du vice-président Tiemoko Melia Koné. Témoignage, Alexis Ouedraogo. L'ambiance s'est voulue décontractée et conviviale à l'ancienne base militaire française de Port-Bouët. Sur le portique du camp, le fronton affiche désormais le nom du général Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Ce jeudi à Abidjan, cette base militaire abritant le 43e BIMA depuis 1978 est officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire. La sécurité du camp est désormais dévolue à l'armée ivoirienne. La première sentinelle ivoirienne est mise en poste en remplacement de celle française. Les deux drapeaux flottant à l'unisson font place à celui seul de la Côte d'Ivoire. Non loin, une plaque à l'effigie du général Ouattara Thomas Dakin est dévoilée. Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, salue la qualité de la coopération entre les deux pays. Cette relation, elle est non seulement faite d'amitié, mais elle est faite d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sérieux. Et là où il y a de l'amitié et du sérieux, immanquablement, monsieur le ministre d'État, mon cher Téné, les choses se passent bien. Le monde change, il évolue vite. Il était évident que notre relation de défense devait, elle aussi, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir, face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Nous ne sommes pas là pour regarder dans le rétroviseur, au contraire, nous sommes là pour aller de l'avant. Cette rétrocession annoncée par le président Alassane Ouattara le 31 décembre est le résultat d'un processus initié depuis 2 ans. Téné Birahima Ouattara indique une nouvelle étape dans cette relation d'amitié et de coopération stratégique. L'acte de ce jour est une invitation à poursuivre cette coopération stratégique à travers le renforcement de nos échanges, le partage de nos expériences et l'élaboration d'accords techniques adaptés aux réalités contemporaines. En recevant les installations de ce camp rebaptisé Général Thomas Dakin, les forces armées de Côte d'Ivoire s'engagent à en faire un centre d'excellence, symbole de discipline, de formation et de modernisation. Je voudrais donc demander au chef d'état-major général des armées d'en faire un bon usage et inviter nos hommes à être les dignes gardiens de ce patrimoine. Vous devez faire en sorte
que ce camp continue de bénéficier de son prestige. Dernier acte, la signature par les deux ministres du document actant la rétrocession sous le regard du vice-président de la République. Et à moins d'un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire, le parrainage citoyen suscite réflexion et interrogation. Ce lundi, le Conseil national des droits de l'homme a réuni partis et groupements politiques autour de cette question cruciale. Quels enjeux pour la démocratie et quels défis à relever? C'est Sidonie Davila qui nous fait le point. Institué par le Code électoral et expérimenté en 2020, le parrainage citoyen sera encore en vigueur lors de la présidentielle de 2025. Cette disposition a été débattue lors de la tribune du Conseil national des droits de l'homme. Cette rencontre constitue une opportunité précieuse et un cadre idéal pour échanger de manière ouverte et constructive afin d'identifier les défis, de partager les bonnes pratiques et d'explorer les perspectives d'amélioration en vue de garantir un système démocratique plus transparent, accessible et respectueux des droits politiques et civiques de chaque citoyen. Les partis et groupements politiques expriment des opinions divergentes sur le sujet. Pour la Commission électorale indépendante, le parrainage citoyen représente un enjeu majeur pour le bon déroulement du scrutin. Sans peut-être être exhaustif, énoncer empêcher les candidatures fantaisistes. Deuxième raison, il s'agit donc d'améliorer les conditions du choix citoyen. Troisième raison, susciter une plus grande participation des citoyens à la mécanique électorale. Et enfin, quatrième élément, s'assurer de l'assise nationale des candidats. Boniface Boyou, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire, appelle à des élections apaisées. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire l'effort de rouvrir le dialogue politique. Nous voulons dès maintenant rassurer les populations de ne pas avoir peur de ces élections. Si prête à Dieu, vont bien se dérouler. En Côte d'Ivoire, le parrainage s'applique uniquement à l'élection présidentielle. Pour être éligible, le candidat doit recueillir au moins 1% de l'électorat local dans au moins 17 régions ou districts autonomes de son choix. Les employés de la RTI ont échangé hier avec leur directeur général, Jean-Martial Adou, un moment pour faire le bilan des engagements tenus, notamment le paiement des stocks de congés et la revalorisation des salaires, mais aussi un appel fort à l'implication de chacun pour la performance de la chaîne nationale. Et c'est un reportage que nous proposera Malika Koulibaly dans nos prochains journaux. La RTI, chaîne d'excellence donc. Un appel à la participation et des changements majeurs à venir. Eugène Kra, secrétaire permanent du Prix national d'excellence, a dévoilé les nouveautés de l'édition 2025. Une opportunité pour les Ivoiriens de célébrer le mérite et l'excellence sous un nouveau jour. Astou Soro, Abou Sanogo pour les détails. De 45 distinctions en 2013 à 87 cette année, le Prix national d'excellence illustre la reconnaissance croissante du mérite et du travail des Ivoiriens. Cette initiative du président de la République Alassane Ouattara se veut de valoriser les talents, les compétences et le savoir-faire de l'ensemble des Ivoiriens. Pour cette 12e édition, des mesures ont été mises en place afin de garantir une sélection encore plus transparente et équitable des lauréats. Le secrétaire permanent du Prix national d'excellence a présenté ses principales innovations. Le comité technique a été instruit de quelques dispositions et précautions à prendre. Du maintien du nombre de prix, l'institutionnalisation de l'inscription en ligne, avec toutefois une exception pour certains prix, notamment des prix des ministères de souveraineté. L'élargissement du comité technique, le suivi des activités de collecte de candidatures au sein des comités sectoriels par le secrétariat permanent, les visites d'inspection de terrain et des candidats nominés en présence des comités de justice pour s'assurer de la conformité des déclarations des comités sectoriels. L'organisation des cérémonies éclatées de remise de prix des lauréats classés 2e et 3e. Pour rappel, des tournées de sensibilisation sont prévues dans plusieurs capitales régionales, notamment Korogo, Bouaké, Ma, Yamoussoukro et Abengourou,
afin d'inciter un plus grand nombre d'Ivoiriens à participer à cette prestigieuse distinction nationale. Préserver nos langues maternelles, c'est préserver notre identité. Je vous le disais au sommaire, la Côte d'Ivoire célèbre ce 21 février la Journée internationale de la langue maternelle, une initiative de l'UNESCO pour promouvoir la diversité linguistique. Maria Tokone a présenté les avancées du projet Élan, projet qui connaît un grand succès dans 10 villes de Côte d'Ivoire. Sephora Zegui nous en parle. Journée de la langue maternelle, édition 2025. Maria Tokone rappelle que la langue maternelle est bien plus qu'une simple langue. Elle est le lien affectif qui unit l'enfant à sa mère, à sa famille et à sa communauté. L'UNESCO commémore donc cette journée pour réaffirmer l'importance de la diversité linguistique et du multilinguisme pour favoriser la dignité, la paix et la compréhension. Les langues maternelles sont donc bien plus qu'un simple moyen de communication. Elles sont au cœur de l'identité personnelle, du développement intellectuel et de la préservation des cultures intériorisées et vécues par les individus. L'objectif du gouvernement est clair. Promouvoir un système éducatif plus inclusif, respectueux de la diversité des cultures et des langues ivoiriennes. L'utilisation des langues maternelles au préscolaire, au primaire et pour l'alphabétisation offre de bonnes perspectives en vue de l'amélioration de la qualité des enseignements et de l'apprentissage. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a plusieurs initiatives. Entre autres, nous pouvons citer le projet École intégrée depuis 2001 qui permet à 52 écoles réparties entre 51 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'enseigner dans 10 langues nationales. L'adhésion à Élan Afrique, école et langue nationale en 2015 pour promouvoir l'enseignement bilingue. Le symposium de 2022 sur l'éducation bilingue en partenariat avec l'UNESCO et l'OIF. La recommandation d'élaborer une politique linguistique éducative après les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'extension géographique de l'enseignement bilingue avec 15 nouvelles écoles pour 2024-2025. Nous passons ainsi de 52 à 67 écoles réparties dans 14 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ensemble, à travers l'enseignement des langues maternelles, la Côte d'Ivoire forge un avenir avec lequel la diversité linguistique est une richesse pour tous. Cette journée internationale de la langue maternelle est un moment pour le pays de célébrer sa culture et son identité. Un reportage donc de Sephora Zegui. Insérer les jeunes durablement dans le tissu économique. C'est la mission du programme jeunesse du gouvernement. À Kani, dans la région du Ouagadougou, 1500 jeunes ont été installés dans diverses activités bénéficiant d'un important appui financier. Une visite sur le terrain du ministre Mamadou Touré. Visite suivie par Eugène Atoubé. Dans la ville de Kani, les jeunes ne cachent pas leur fierté d'être acteurs participant au développement socio-économique de leur localité. On rencontre nombreux dans la vente de pièces détachées, le secteur réparation automoto, la vente de maïs et de riz local, les activités génératrices de revenus et les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Une opportunité offerte à ces jeunes du département de Kani qu'ils ont su saisir dans le cadre du PJGouv, programme jeunesse du gouvernement. En tout cas, je peux dire d'une part, je suis fier de mon passé, j'ai pu réaliser quelque chose dans l'argent de Timo. Bon, avant, il n'y avait pas de pièces pour travailler, c'était difficile. Voilà. Les agents qu'il y a eu d'emploi jeune, ça m'a permis d'évoluer mon coin, payer les matériels pour travailler. Maintenant, on a presque tous les accessoires ici, donc le projet est bienvenu pour nous tous. Ça nous permet de gagner en temps et d'avoir aussi les pièces sur place. Ils sont au total 1500 jeunes dans le département de Kani ayant bénéficié d'un appui financier du gouvernement à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. 601 millions de francs CFA ont été mobilisés au bénéfice de ces jeunes pour promouvoir l'employabilité et leur insertion socio-économique.
Moi, je me réjouis qu'ici à Kani, dans le département, on ait des jeunes qui aient bénéficié de ces programmes. Il est important pour moi de venir voir ça, de toucher du doigt leur réalité et surtout voir comment on peut les aider à continuer à grandir. Touré Mamadou a échangé avec les jeunes de Kani. Ceux-ci ont été édifiés sur les dispositions d'insertion professionnelle de la localité, de financement et d'accompagnement à leurs bénéfices. Les jeunes de Kani savent aujourd'hui que l'État fait d'eux les propres acteurs de leur devenir. De Kani dans le Ourodougou, on va partir dans l'ouest ivoirien où la production vivrière est au cœur du développement local. À Biankouma, donc, les femmes rurales se sont réunies pour valoriser leur rôle dans l'économie. Entre échanges et plaidoyer, elles veulent produire plus et mieux pour nourrir la Côte d'Ivoire. Reportage Christophe Diomandé dans un commentaire de Didier Nguessan. Des aubergines, des tomates, du maïs, du manioc, de la banane, du riz local et bien d'autres produits vivriers sont exposés à la place de la paix de Biancouma. Nous sommes à la journée du vivrier dans le département, une initiative de la Fédération des unions des associations des femmes rurales de Côte d'Ivoire qui vise à promouvoir les cultures vivrières et les rendre compétitives face aux produits importés. Pour ce faire, le soutien des cadres de la région du Tonpi est impréalable. Pour notre chrétienne, nous avons encore des besoins. Nous demandons votre aide pour l'acquisition des matériels suivants. Des camions moteurs, des tricycles, des broyeuses, des bassines, des batteuses, des bâches, des séchoirs. Message entendu par les cadres de la région qui ont décidé d'accompagner les actions de développement de ces productrices du vivrier. Ce que nous devons faire avec les aînés dont on a parlé, c'est de créer cette synergie qui permettra à nos mamans, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, ces femmes du vivrier, de tirer largement profit de l'activité qu'elles mènent. Il faut qu'au niveau stratégique, nous puissions élaborer, n'est-ce pas, une stratégie qui permette de rentabiliser les productions vivrières de cette région, qui est un grenier aussi bien du Tonpi que de la Côte d'Ivoire. Je dis merci à nos jeunes sœurs, à nos mamans, à nos filles, et leur dire que nous serons toujours là pour les soutenir. Pour cette première édition, les réflexions ont porté sur le vivrier en tant que levier de solidarité, d'autonomisation économique et du développement en Côte d'Ivoire. Je vous le disais à l'entame de ce journal, se loger décemment est devenu un rêve, donc qui est devenu réalité pour plus de 1400 familles. Jeudi, hier donc à Grand-Bassam, dans la cité balnéaire, le Premier ministre Robert Mambé-Begré a présidé la remise des clés aux souscripteurs du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, une avancée majeure pour l'accès au logement des ménages à faible revenu. Marie-Chantal Akandon. La promesse d'un toit décent devient réalité pour 1405 souscripteurs à Grand-Bassam. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à la remise symbolique des clés aux bénéficiaires, marquant ainsi une nouvelle étape du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques. Représentant les promoteurs immobiliers, Marie-Sylvie Ndoufou a souligné l'importance du partenariat entre l'État et le secteur privé. Ces réformes audacieuses des logements sociaux et économiques ont insufflé un souffle nouveau au programme, offrant une plus grande transparence, une meilleure accessibilité au logement social et renforçant la confiance des acteurs du secteur. Soyez assurés, Excellence Monsieur le Premier ministre, de notre engagement pour une Côte d'Ivoire forte et prospère, tel que voulu par son Excellence Monsieur le Président de la République. Du côté des bénéficiaires, Yao Dongonko Bénan, leur porte-parole, a exprimé une immense fierté et une profonde gratitude envers le gouvernement pour l'impact social et économique de cette initiative. C'est avec un grand honneur et beaucoup d'émotion que nous recevons nos clés en présence de Monsieur le Premier ministre. C'est une étape significative car le bien matériel le plus précieux, le plus stable, qui vous donne votre dignité d'homme
et de femmes est bien une maison. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a rappelé que cette première vague s'inscrit dans un projet plus vaste. La cérémonie de ce jour est en réalité la première d'une série qui nous conduira sur 2 autres sites, au moins dans les prochains jours, ceux de Songon-Kassamblé et de Bingerville. Ici, effectivement, il y a 1405 logements livrés aujourd'hui. À Songon, il y en aura 893. À Bingerville, 1302. Et sur les autres sites, à 1072, soit un total de 4672 logements qui seront remis en ce début d'année à leurs propriétaires. Je voudrais rappeler que le programme présidentiel de construction de logements socio-économiques vise la construction de 150 000 logements qui contribueront à l'amélioration du cadre de vie de nos populations ainsi qu'à la réduction des difficultés liées à l'accès à un logement abordable, mais également à la location-vente et à la location simple. Le Premier ministre a salué l'effort collectif de l'État, des promoteurs et des acquéreurs, réaffirmant l'engagement du gouvernement à fournir un toit décent aux Ivoiriens. Plus de 100 milliards ont été investis dans les infrastructures essentielles. L'État a aussi accordé plus de 100 milliards de francs CFA d'exonération fiscale depuis de nombreuses années. À ce jour, plus de 40 000 logements ont été livrés, transformant ainsi le quotidien de milliers de familles ivoiriennes. En 2024, ce sont près de 4 700 logements qui ont été achevés, offrant ainsi de nouvelles facilités aux ménages à revenus modestes. Robert Begré-Mambé a affirmé que l'État garantit l'aménagement des sites pour un cadre de vie optimal des populations. En dehors des logements, il a été mis en chantier la construction d'écoles, de centres de santé, de voiries, un accompagnement spécifique pour les artisans, pour les enseignants et pour les jeunes travailleurs et des mesures d'incitation. Plus que des maisons, c'est pour beaucoup d'entre nous un important projet de vie qui s'accomplit aujourd'hui. Nous sommes venus célébrer l'aboutissement des efforts de près de 1465 familles. Ces familles ont connu des privations pour arriver à leur fin. Ensemble, nous devons faire de nos quartiers des modèles de développement urbain, de fraternité et de vivre ensemble en harmonie. Enfin, le chef du gouvernement a souligné que cette initiative trace la voie vers un habitat digne et solidaire pour tous. Un mot de religion dans cette édition. Ce sera en bref et en images. Le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire monte au créneau. Il s'inquiète des zones d'ombre autour d'une ordonnance sur l'organisation des organisations religieuses et propose une meilleure concertation. Franck Quadio nous proposera cet élément dans nos prochains journaux. La situation sécuritaire se détériore en République démocratique du Congo. Le groupe armé M23, appuyé par l'armée rwandaise, poursuit son avancée au nord Kivu et au sud Kivu. Scène de panique, pillage et affrontements. Les populations fuient par milliers en direction du sud ou du Burundi voisin. L'armée congolaise reconnaît, elle, des échanges de tirs à Uvira, mais affirme que la situation n'y a pas dégénéré. C'est vendredi, place au journal des sports. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Sylvain Esso, journaliste au service autonome de RTI Sport. Bien de choses à Samuel Metch qui est en congé, mais avec Jean-Sylvain Esso, l'actualité sportive ne faiblit pas. Jean-Sylvain, à vous. Et bonjour Hamza et bonjour à tous. Élu donc le dimanche dernier en Égypte, président de la Confédération africaine de cyclisme, l'Ivoirien Jean-Marie Alla Kwame est arrivé donc ce mercredi à Abidjan. Après avoir été chaleureusement accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a été dans la foulée reçu par le ministre délégué en charge des sports, Adjemet Silas. Les détails avec Salif Ouattara et Oda Legbe. Le président Jean-Marie Alla Kwame a été reçu avec tous les honneurs à son retour à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Raison principale, le patron du cyclisme africain a réussi une belle échappée au Caire, en Égypte, en se faisant élire le samedi 15 février 2025 à la tête de la Confédération africaine de cyclisme. Après l'étape de l'aéroport Cap Emmi sur la cité administrative au plateau. C'est dans ces nouveaux habits de patron du cyclisme africain que Jean-Marie Alakwame est reçu par le ministre délégué au sport et au cadre de vie, Silas Adjemech. L'émotion est palpable dans la salle. Ça n'a pas été facile, ça, il ne faut pas que je le cache. Vous-même, voyez le score. Et puis en plus, c'est un Égyptien, celui qui avait une ancienneté de 20 ans dans le cyclisme. Enfin, en tant que président, je veux dire, donc ce n'était pas une bataille gagnée d'avance. Après avoir rendu compte de sa mission fructueuse, Jean-Marie Alakwame a été célébré au siège de la Fédération ivoirienne de cyclisme par les clubs, les dirigeants fédéraux et les athlètes. Jean-Marie Alakwame est le deuxième Ivoirien à se faire élire à la tête d'une confédération olympique africaine. De 1991 à 2012, l'Ivoirien Christophe Achiapo avait présidé aux destinées de la Confédération africaine de handball. Alors Jean Silver, quels seront les chantiers prioritaires du nouveau président ? Allez, écoutez, Hamza, pour réussir ce mandat-là, eh bien, notre compatriote devra relever 3 défis. Le premier, l'organisation donc des compétitions majeures sur le continent. C'est vrai qu'on a des courses comme le Tour du Rwanda, Paul Biya, Chantal Biya du Cameroun. On a également la Tropicale Amissa Bongo du Gabon, mais il devrait organiser de véritables compétitions afin de permettre donc à ces cyclistes africains de se frotter aux autres qui viendront d'autres continents. Et puis, autre défi, c'est la promotion du cyclisme féminin et terminé, bien entendu, par le renforcement donc, des infrastructures sportives pour permettre vraiment aux cyclistes africains de rêver très loin. De rêver loin et grand. Alors, autre actualité, c'est l'ONS qui réfléchit à ce qu'il va faire des infrastructures liées à la CAN. Oui, justement, la direction générale de l'Office national des sports a organisé pendant 2 jours un atelier de réflexion sur le thème bilan 2024 et perspective 2025. C'était du côté donc, du stade Alassane Ouattara d'Ibimpe en présence de Véronique Conan. Ils étaient au nombre de 65 membres du cabinet du ministère des Sports, chefs de service, chefs de département de l'Office national des sports, délégués chargés des complexes sportifs, présents à ce séminaire qui s'est tenu sur 2 jours. Cet atelier avait pour objectif de dresser le bilan de l'année écoulée et de donner les perspectives de l'année 2025. Après avoir identifié les difficultés rencontrées en 2024, 3 commissions ont été mises en place pour réfléchir sur la gestion et la rentabilité des infrastructures sportives, la commission entretien des équipements et des infrastructures sportives, la commission communication et exploitation des infrastructures sportives, ainsi que la commission prise en charge des compétitions de football et des clubs qualifiés. Ces commissions, pendant leur exposé, ont élaboré leur rapport de synthèse et proposé des orientations selon la vision et les orientations stratégiques de l'Office national des sports pour la saison 2025. 2025 est une année importante en matière sportive en Côte d'Ivoire. Il était donc important qu'ensemble, nous puissions déterminer les stratégies et les actions essentielles qui allaient nous permettre de faire face à ces défis. Ousmane Gbané, dans son projet de faire de l'ONS une référence, a invité les différents participants à se mobiliser autour de ces projets pour atteindre les objectifs fixés pour cette année 2025. Et puis donc, Hamza, on termine cette page des sports avec du football. Les championnats donc, de Ligue 1 et Ligue 2 seront respectivement à leur 16e et 20e journée. En Ligue 2, pour le compte justement de la poule A, le leader, l'US Agboville, sera face à Donkov, c'est à Yamoussoukro. De son côté, l'Africa, 2e au classement, affrontera l'EFIM au Parc des Sports de Tréville. Et puis dans la poule B, les leaders Bafing et l'US Thiologo seront respectivement face à l'AS Divo et au CO Boisflé. En Ligue 1 de Côte d'Ivoire, le leader, le Stade d'Abidjan, affrontera l'Olympique Sport d'Abobo quand son dauphin. Le club donc de l'AFAD aura tout simplement pour adversaire Zoma FC. La SEC Mimosa, elle affrontera le Racing Club d'Abidjan. La SEC qui depuis hier, Hamza connaît l'identité de son adversaire pour les quarts de finale de la C2, la Coupe de la Confédération. Quelle est son identité? C'est bien la RS Berkane, un représentant marocain qui a été l'équipe la plus séduisante lors donc, des matchs de poule. D'accord, et on va terminer en
a 10 secondes. Rappelez-nous les clubs qui sont en course pour le titre de champion de la Ligue 1. Allez, il s'agit bien évidemment du Stade d'Abidjan qui totalise 39 points, 3 de moins pour le club donc du plateau, la FAD, et puis la SEC Mimosa pointe au 3e rang. Mais attention, derrière, on a une équipe qu'on appelle Mouna FC qui est pour l'instant la sensation de cette saison et qui va aller chercher aussi l'Afrique. D'accord, merci beaucoup Jean-Sylvain Esso. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h, ici même sur la chaîne qui rassemble.